J'ai plusieurs fois traité du sujet de la sexualité sur ce podcast, et en particulier de la sexualité féminine, parce que c'est un sujet qui me semble important, central dans la majorité de nos vies. En tout cas, il est important pour moi, j'espère pour un petit moment. Et aujourd'hui, je reçois Chloé McIntosh, qui est la fondatrice d'une application qui s'appelle Kama, qui aide à mieux comprendre sa sexualité. Et avec Chloé, on rentre vraiment dans le détail de la sexualité, du sexe, et on va évidemment beaucoup plus loin que la simple anatomie du clitoris, que j'espère toutes et tous vous connaissez aujourd'hui. Et on rentre dans les études de neurosciences autour de la sexualité, du désir. Et donc, c'est évidemment une conversation qui dure un peu longtemps parce qu'on rentre vraiment dans le détail. Et moi, j'ai appris énormément de choses en l'enregistrant. J'espère que vous allez apprendre ici beaucoup de choses. Je pense que oui, même si vous êtes intéressé un petit peu au sujet déjà. Je vous laisse écouter cette conversation qui, j'espère, vous donnera du plaisir. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Chloé. Hello. Donc ça fait 25 ans que tu vis à Londres, c'est ça, hein. Donc si tu as des anglicismes, on va dire que c'est normal. On va parler d'un sujet dont on n'entend finalement pas beaucoup de garçons et de filles parler ensemble, ce qui est très dommage, qui est la sexualité. Et entre autres, c'est un sujet qui te passionne, je pense, et tu as créé une start-up dans le domaine qui s'appelle Kama. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ce sujet-là en particulier, après en particulier Made, t'as souhaité passer de Made, donc qui sont du mobilier, des meubles, et puis passer à la sexualité ensuite? Mm-hmm. En fait, j'ai pas eu vraiment une structure de carrière qui a une logique sur papier, parce que j'ai commencé en tant qu'architecte. J'ai travaillé pour Norman Foster ici à Londres pendant 9 ans, et puis après, je suis tombée dans la tech un peu par accident. J'ai rencontré un entrepreneur qui pensait que je pouvais l'aider, donc je comprenais pas comment, mais lui, il avait l'impression que ce que j'avais fait dans ma carrière serait utile. Donc finalement, j'ai bougé de l'un à l'autre sans vraiment savoir ce que représentait la tech, ce que j'allais y faire et quelle était l'opportunité. Parce que c'était en 98, 99, hein, j'ai commencé un petit peu à toucher là-dessus. Et puis j'ai vraiment bifurqué en 2007. Donc si tu veux, à ce moment-là, la tech, c'était encore très limité. Et on a monté une plateforme, en fait, un agrégateur sur tout ce qui est homeware, hein, donc intérieur, etc. Et c'est là que l'idée de Made est venue. Donc 3 ans après avoir rejoint cet entrepreneur qui s'appelle Brent Hoberman, le fondateur de Last Minute, on a monté Made en 2010. Et l'idée vraiment, c'était de démocratiser l'accès au design. C'est-à-dire que c'est cette idée que la masse n'est pas intéressée à la qualité et que du coup, on peut vendre des choses de moins belle qualité visuelle, esthétique, etc. sous prétexte que c'est moins cher. Alors qu'en fait, quand il s'agit de design, le bon design ne coûte pas plus cher que le mauvais design. C'est vraiment une question d'intelligence et de praticalité et de comprendre les besoins. Donc pour moi, il y a toujours eu un peu cette relation au comment améliorer la vie d'un individu avec pas forcément des moyens importants et de vraiment d'améliorer le niveau de vie et la qualité de vie. Donc là, à ce moment-là, c'était par le design. Après, ce qui s'est passé avec la sexualité, c'est un sujet qui m'a intéressée depuis très très longtemps. Avant même d'avoir des enfants, j'étais curieuse et je me suis rendu compte, en fait, assez vite, et j'étais très étonnée de me rendre compte qu'il n'y avait pas de marque qui vraiment permettait de s'éduquer, de trouver des produits, de trouver des recommandations, de chercher même des personnes dans l'industrie qui pouvaient aider à traiter certains sujets. C'est finalement une industrie qui est complètement opaque, en ligne en particulier. Et je me suis rendu compte au cours des années que personne, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou dans le reste du monde, pouvait me donner le nom d'une marque qui était une marque de référence pour tout ce qui était sexe. Moi, j'appelle ça sex, love and intimacy, parce que c'est vraiment les 3 piliers qui m'intéressent. Donc, tout ce qui est intimité, relationnel, par rapport à soi-même et aux autres, l'amour, le sujet de l'amour, qui est un sujet très complexe parce qu'on opère encore avec des modèles qui datent de très, très, très longtemps, tout ce qui est relation romantique en particulier, et bien entendu, la sexualité.
Et donc à ce moment-là, en tant qu'un peu entrepreneur dans cette un peu de vue de changer les choses, je me suis dit il y a une opportunité énorme dans ce secteur-là. Donc j'ai fait pas mal de recherches en fait en parallèle de ma carrière. C'était un sujet qui m'intéressait. Je lisais beaucoup, je rencontrais beaucoup de gens, j'ai interviewé des porn stars, j'ai parlé avec des producteurs, j'ai fait vraiment beaucoup de choses diverses en vue de m'informer là-dessus. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte à travers ma carrière dans la tech, c'est parce que je parlais avec des VC, je parlais beaucoup avec la communauté tech, et je leur demandais mais pourquoi ce sujet n'est pas discuté dans les summits. On va dans des conférences qui parlent de toute la technologie, et tout ce qui est intimité, sexualité n'est pas mentionné, alors qu'on sait que le porn lui-même attire 30% du trafic mondial. Énorme polarisation. Donc il y avait une sorte de gros trou. Discussion n'existait pas, l'innovation n'existait pas vraiment, et en tant que consommateur, finalement, on n'a pas eu une évolution disruptive positive grâce au digital, à part le porn finalement. Et la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est que quand le porn est devenu très disponible, quelque chose qui était vraiment accessible à tout le monde, ça a créé une réaction assez foudroyante auprès du reste de l'industrie, qui a classifié le sexe en tant que vice. Donc, comme tu le sais, en tant que VC, il y a un certain nombre de secteurs comme gambling, l'herbe, enfin tout ce qui est drogue, etc., alcool, qui font partie des secteurs vices, et du coup, souvent, ils ne peuvent pas investir dans ces secteurs-là. Et là où il y a vraiment eu un problème un peu systémique, c'est que c'est pas sexe, qui est quand même la raison pour laquelle on est tous sur cette planète, qui aurait dû être classifié en tant que vice, c'était le porn lui-même. Et donc, ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'il y avait aucun investissement possible dans un secteur. Donc, du coup, ça a complètement mobilisé, ça a gelé, en fait, toute cette industrie. En termes d'innovation, en tant qu'entrepreneur, tu n'avais aucune opportunité de lever de l'argent. Donc, tu peux pas lever de l'argent, tu peux pas changer quoi que ce soit. Et l'autre problème, c'est que les plateformes de distribution, donc Facebook, Twitter, Tumblr, la majorité, voilà, ont pris, Instagram n'existait pas à ce moment-là, mais finalement a pris la même position de bloquer. Et de bloquer avec un certain, quand même, niveau d'hypocrité, parce que de couvrir les tétons avec un petit peu de couleur, ça rend pas les choses plus ou moins sexuelles. Presque plus finalement. Donc il y a eu une approche, je dirais, assez radicale. On rejette tout le sujet, on ne veut pas le traiter, on ne veut pas être associé, et des mesures finalement qui sont assez mal organisées, parce que quand on est dans ce secteur aujourd'hui, sur ces plateformes-là, on ne peut pas s'exprimer, même si on fait quelque chose de très positif, qui va aller dans le sens de l'évolution, d'amener plus de sécurité finalement pour les gens. On n'est pas capable au niveau algorithmique de reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et ça, c'est le problème qui s'est passé, c'est que quand on bloque ce qui est pas bon, on bloque ce qui est bon. Et finalement, l'industrie n'a pas eu l'opportunité d'évoluer. Donc, c'est une opportunité phénoménale, parce qu'on se retrouve avec un gros secteur quand même de notre santé, de notre bien-être et notre style de vie. Donc, c'est tout ce sujet de sexualité relationnelle, etc., qui n'a pas finalement eu de transformation digitale, ce qui est assez unique, parce que c'est rare des secteurs qui n'ont pas été comme ça complètement retransformés dans ces 10 dernières années. Donc pour moi, il y avait une opportunité super stratégique, et deux, il y avait une opportunité simplement en termes de mission de mon côté, parce que je pensais que c'était un sujet super intéressant, c'est un sujet dont on parle pas. Il y a un gros problème aussi dans la mesure où le média, en fait, on médiatise une sexualité très ouverte sur son Instagram, on se présente très très à l'aise sexuellement, ouverte, fluide, etc. Et souvent, ce qui se passe finalement au niveau intime et personnel, c'est qu'il n'y a pas autant de succès dans les relations, c'est que les gens ne sont pas finalement très à l'aise sexuellement, et qu'il n'y a pas vraiment de conversation. Et du coup, ta satisfaction sexuelle par rapport à ma satisfaction sexuelle, je n'ai aucune idée comment l'évaluer. C'est-à-dire que toi, tu me dis, ma sexualité 0 à 10, elle est à 7. Je suis plutôt content. Moi, je te dis, la mienne, elle est à 7. Mais on n'a aucune idée. En fait, il n'y a aucune évaluation, il n'y a aucun point de référence pour savoir si... Alors, quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, les gens se retrouvent très, très, très isolés.
Donc, j'ai toujours pensé qu'il y avait juste une grosse opportunité de démocratiser, encore une fois, un sujet, de rendre un sujet qui est délicat, qui est plein de tabous, accessible et qui peut être discuté à toute table, dans tout contexte, finalement. C'est un peu l'ambition. Et effectivement, parce que aujourd'hui, la sexualité, en fait, on se forme beaucoup à travers le porno. Et en même temps, le porno, c'est une sexualité qui est d'abord hyper masculinisée, en tout cas machiste, qui est pas forcément une sexualité qui fonctionne pour tout le monde, qui est pas, enfin, en tout cas, les gens tu vois, a priori, ne font pas vraiment ça dans la vraie vie, ou en tout cas pas de cette manière-là. On ignore un petit peu le désir de la femme. Enfin, il y a énormément de choses qu'on retrouve pas dans le porno. Et du coup, ça crée un problème. Alors, il y a ce premier problème-là, évidemment. Et puis, il y a un deuxième souci dont on va parler ensemble, c'est la découverte de son propre corps, en fait, et qui est évidemment un sujet majeur, puisque dans le porno mainstream, en tout cas, qui est disponible en ligne, c'est souvent avec à minima 2 partenaires. T'as assez rarement des cours, entre guillemets, de masturbation, finalement. Mm-hmm. Alors, le premier sujet pour moi est très intéressant parce que j'ai beaucoup suivi l'évolution de tout ce qui est porn, justement pour comprendre. Parce que l'avantage aussi de ces sites, en particulier Pornhub, c'est qu'ils publient tous les ans un rapport extrêmement détaillé qui rassemble en fait en termes d'infographique tout ce qui se passe sur leur plateforme. Et parce que c'est une tellement grosse un pourcentage tellement important de la population, ça donne en fait un snapshot en fait de où sont les gens quand il s'agit de sexualité. Alors après, il faut prendre ça avec un peu de nuance. Bien sûr. Mais ce dont on s'est rendu compte sur ces chiffres-là, c'est que donc les audiences de plus en plus jeunes, bien entendu, vont sur ces plateformes. Faut savoir que dans les années 80, par exemple, il y avait du porn, mais c'était des films. Il y avait un investissement, donc on allait voir un film, on savait qu'il y avait un côté fantaisiste dans la représentation du sexe. Il y avait quelque chose qui était un petit peu extrapolé. C'était pas du sexe régulier, sinon ça serait pas intéressant d'aller voir ça au cinéma. Mmh. Et quand le porn est devenu gratuit, en fait, l'argent de la production a disparu. Et de plus en plus, des choses qui sont en fait plutôt extrêmes et qui sont donc vraiment le côté porn, donc le style porn, donc quelque chose qui n'est pas forcément recréé en vie réelle, est devenu visuellement très réel. C'est-à-dire qu'on voyait plus vraiment la différence. Donc un jeune qui n'est pas au courant du tout de cette évolution, qui va sur une plateforme et qui regarde un clip, pour lui, c'est presque amateur porn. C'est des gens, ils font ça en vraiment réel. Il peut pas vraiment voir la différence entre ça et quelque chose qui se rapproche plus de sa réalité. Donc ça, c'est le premier problème. La responsabilité des plateformes, c'est de pouvoir vraiment présenter à ses utilisateurs ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est ce qu'ils ne font pas. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème. Parce que du coup, on a des modèles de référence qui ne sont pas réalistes et qui finissent par créer des problèmes très importants en termes de tout ce qui est en anxiété, de performance, par exemple, même chez les hommes. Parce que quand on modèle son approche sur le porn, on se dit, mais je suis incapable de faire ça, surtout un jeune qui a 18-20 ans, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc d'un côté, on a des hommes qui sont présentés d'une façon pas du tout réaliste, et de l'autre côté, c'est vrai que très souvent, on a eu des femmes assez passives, souvent allongées sur leur dos, et en attendant que les choses se passent, avec beaucoup d'expressions vocales qui ne sont aussi non plus pas du tout réalistes. Donc on se retrouve après dans la vie réelle avec des filles qui font beaucoup de bruit, mais finalement qui sont pas très très en connexion avec leur plaisir. Et on est plus on acte. Les gens baisent en imaginant qu'il y a des caméras dans la pièce et à quoi ça ressemble. Parce que forcément, quand on est dans le porn, c'est filmé pour la caméra. Donc il n'y a pas beaucoup de contact. Parce qu'au moment où il y a du contact, on voit plus rien. Donc, on se retrouve dans une expression de la sexualité qui est disconnectée, qui est pas intime, qui est très répétitive et qui est expressive, mais d'une façon qui est finalement très loin de la réalité. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est la problématique. Ce qui s'est passé depuis les 5 dernières années, et de plus en plus, c'est tout ce qui est amateur porn. Donc c'est les webcams, OnlyFans, qui est quand même un site qui prend une insurgence extraordinaire en ce moment. Et ça, donc c'est très intéressant pour moi parce que c'est devenu une source en fait pour mes études de marché en particulier. Un très nombre de jeunes femmes
qui en fait se masturbent, elles se filment, elles mettent ça entre leurs jambes et elles se masturbent pour elles-mêmes. Et là, il y a en fait des choses très intéressantes à apprendre parce que on découvre des techniques qui sont surprenantes, que nous on n'a pas appris sur notre propre corps parce que on n'est pas rentré par là avec la même perspective. Et finalement, en fait, il y a un apprentissage intéressant à ce niveau-là. Donc même moi là, dans la structure de ce que je fais aujourd'hui, où on est vraiment dans la sexualité qui dirais de connexion avec soi-même, où on commence avec la connexion avec soi-même, comme tu le disais, où vraiment l'idée c'est que en mesure de se connaître et de pouvoir se présenter, de pouvoir recevoir ce qu'on veut finalement de quelqu'un d'autre, il faut savoir comment en premier interagir avec son corps. Donc c'est vrai que là de nouveau, il y a une évolution comme toujours, je dirais plutôt positive, dans la mesure où l'amateur porn finalement va commencer à nous donner une représentation réelle de ce qu'est le sexe. Et là, du coup, on est capable de comparer en tant qu'utilisateur quelque chose qui est finalement forcé, créé, un peu théâtral, et quelque chose qui est beaucoup plus de près de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez positif qui s'est passé, qui va commencer à donner une mesure un peu plus, je dirais, objective de la chose. L'autre chose à savoir, c'est que notre génération, sur ma génération, donc j'ai plus de 40 ans, on a été un peu traumatisés par le porn. Parce que on a une génération qui a vu l'avant et l'après. Donc nous, on est un peu cette génération traumatisée d'être en sandwich avec le pré-digital et le post-digital. Et c'est vrai que les jeunes, moi que je parle beaucoup avec des jeunes de 18 ans, le porn, oui, non, ils s'en fichent, ça a toujours été dans leur vie, ils comprennent que c'est pas comme ça qu'on fait l'amour, oui, ça leur donne des idées et ça va modeler un petit peu leur habitude, mais ils ont pas le même stigma que nous on a eu sur ce sujet-là. Donc je pense que ça évolue positivement. On commence à comprendre finalement ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc ça c'est la première étape. Parce qu'en fait, ce qui est assez étrange, c'est que même ce sujet de la masturbation, en particulier féminine, il est encore, en tout cas dans nos générations, un peu tabou. C'est-à-dire que, plus ou moins, évidemment, mais chez la femme, il l'est un tout petit peu. Et effectivement, si tu sais pas ce que tu aimes, si tu connais pas bien ton corps, je vois pas très bien comment tu peux demander à l'autre. Mais rien que le fait de demander à l'autre ce que tu aimes, c'est aussi une démarche. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas ça non plus. C'est-à-dire que je connais assez peu enfin même dans mes expériences propres, tu vois, où tu vas dire à la personne, tiens, j'aime ça, ou tu vas même poser la question, et toi, qu'est-ce que tu aimes? Qui sont pourtant des choses qui sont essentielles en fait. Ça a évolué aussi. Donc moi, je parle beaucoup avec des gens de générations différentes, etc. Et je leur demande comment en fait le speed dating, le booty call, a changé l'interaction sexuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il y a justement, c'est un peu commoditized, c'est-à-dire que maintenant, si on veut trouver quelqu'un, pas dans le climat actuel nécessairement, mais de trouver quelqu'un pour avoir une expérience sexuelle, ça devient finalement assez facile aujourd'hui. Et donc, de plus en plus, les filles avec qui je parle prennent sur elles de donner beaucoup plus d'instructions parce que si elles le font pas, elles vont pas avoir une bonne expérience. Parce que si tu as une relation sexuelle avec une personne à chaque fois différente, pour une femme, de trouver son plaisir, soit elle est extrêmement de nouveau en connaissance avec elle-même, elle a une certaine un nombre de choses qu'elle sait faire qui amènent le plaisir, qui amènent pour elle l'attention dont elle a besoin. Mais si c'est pas le cas, il faut qu'elle demande à la personne de faire certaines choses. Donc, je pense que de nouveau, c'est des choses qui évoluent. C'est vrai qu'il faut savoir aussi que la génération là, qui ont les jeunes de 20 ans. C'est une génération qui partage beaucoup, qui partage trop même. C'est un peu la génération à qui on pense, qui parle beaucoup de leurs problèmes. Et du coup, ils n'ont pas de nouveau la même réserve des choses intimes, des choses qui peuvent nous rendre un peu plus vulnérables. Et ils ont une approche, je dirais, beaucoup plus ouverte par rapport à cette communication. Donc moi, de nouveau, je vois une évolution, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau. La masturbation, mais même pour les hommes, est pas très bien connue. Parce que moi, j'ai 2 garçons qui sont maintenant 15 ans. Et quand je parle avec eux de masturbation, je leur dis fais pas la même chose tous les jours, fais attention comment tu interactes avec visuellement quand tu es dans ce process. Il n'y a pas vraiment non plus d'éducation chez l'homme finalement. Non, c'est juste ouais. que
on a plus une sensation que le garçon va faire ça lui-même, parce que lui, c'est visible, c'est facile à trouver, c'est assez mécanique. Donc, il y a quelque chose de simple. Et ça, c'est un des gros problèmes que je vois dans mon travail, c'est que la sexualité masculine est trop simplifiée. On pense que l'homme, il a une érection, il va faire son mouvement un petit peu frénétique et puis il va éjaculer, puis voilà. Après, il est fatigué et malheureusement, c'est pas comme ça que ça devrait être. La sexualité masculine a un énorme potentiel, autant que celle de la femme, et c'est très difficile de faire passer ce message. C'est encore plus difficile de faire passer ce message-là que de dire aux femmes: vous avez plein de plaisir, il est déjà dans votre corps. C'est en le connaissant, c'est en étant en contact avec cela, en donnant du temps et en cherchant et en étant curieux que vous allez découvrir tout votre plaisir. La femme, elle reçoit cette information. Elle le sait qu'il y a des choses cachées. L'homme, lui, il s'est un petit peu formaté dans un système où la femme est compliquée, son corps est compliqué, et donc souvent l'homme veut donner du plaisir. Donc quand on interviewe des hommes, quelle est la motivation pour apprendre et pourquoi venir sur Kama, une plateforme qui éduque sur la sexualité et qui essaie de rendre en fait les choses pratiques. Donc c'est une éducation, je dirais, pratique, pas simplement de théorie. Leur motivation, c'est: je veux devenir le meilleur amant, quoi. Dans le lit, je veux durer plus longtemps, je veux trouver plus de plaisir pour mon partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Donc il y a toujours ce désir vers l'autre, parce que ils pensent que eux, ils sont déjà saturés par rapport à ce dont ils ont accès. Donc l'expérience est amplifiée par l'autre, et c'est quelque chose en fait qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a toute une exploration masculine de découverte. En particulier, on travaille pas mal, nous, avec toute la partie énergétique, c'est-à-dire vraiment charger tout ce qui est la tension sexuelle, en fait, dans un corps, pour pouvoir avoir une expérience beaucoup plus intense. Et que c'est vrai que si on a une activité sexuelle très répétitive, qui dure à peu près le même temps à chaque fois, avec le même modèle, notre cerveau commence à traiter ça comme une répétition. On risque de s'ennuyer plus vite et en fait, on risque de ne pas trouver de plaisir parce que le corps s'habitue. Donc, c'est un peu pour tout la même chose. Il faut de la curiosité, il faut de l'innovation dans notre approche pour continuer à développer le plaisir dans notre corps. Et donc ça, c'est un peu le problème qu'on trouve chez les couples qui, eux, se retrouvent dans un problème où ils avaient une expérience sexuelle très satisfaisante à un moment donné et les choses n'ont pas évolué nécessairement au cours des années, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est simplement la répétition dans leur approche qui finalement les déconnecte complètement de leur plaisir. Donc, l'avantage en fait de quelque chose comme Kama, il y aura d'autres marques maintenant qui vont ouvrir sur ce secteur parce que c'est un secteur important qui commence juste à émerger. C'est vraiment l'opportunité de découvrir que notre corps est designé, la technologie de notre corps, qui est une technologie extrêmement avancée, probablement la technologie la plus avancée qu'on n'aura jamais l'occasion d'interagir sur tout le cours de notre vie. Aller sur Mars, c'est inférieur par rapport à un corps comme celui qu'on a, et que ce corps, ses fonctions ont évolué sur 4 millions d'années. Tout ce qu'on est capable de faire est très connecté au désir, au plaisir. Parce que la raison pour laquelle on est toujours en vie en tant qu'espèce humaine, fragile, sans défense pratiquement, c'est parce qu'on a cette habilité de trouver et d'aller vers nos désirs. C'est-à-dire qu'on a une habilité foudroyante d'avoir un désir pour quelque chose et d'aller le trouver. Et donc, c'est très important d'être en connexion avec ce désir. Et de plus en plus, en évoluant dans une société industrialisée et commercialisée, nos désirs sont vers des choses matérielles. C'est-à-dire qu'on trouve notre satisfaction par rapport à la vie, notre succès se fait par notre habilité d'acquérir des choses matérielles, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément très satisfaisant. Et donc, tous les problèmes, je pense, de santé mentale qu'on trouve, c'est cette disconnexion par rapport à ce que je veux, what I really want, mon désir profond, qui est connecté à ma personnalité, à mon individualité, en dehors des modèles d'éducation, en dehors des modèles culturels dans lesquels on a grandi. Et cette habilité de connecter à son désir profond se fait par l'apprentissage du corps, par savoir what turns me on,
Qu'est-ce qui me rend, me fait sentir vivante? Et c'est vraiment ce qu'on essaie d'apprendre aux gens. C'est-à-dire qu'il sait reconnaître qu'on a une essence individuelle qui est souvent très connectée avec notre sexualité. C'est là où on devient plus vulnérable. C'est là où on cache toutes les ombres, les choses qu'on ne veut pas révéler. Là où on a eu des émotions les plus fortes, souvent. Et donc, c'est une partie extrêmement précieuse de notre vie dans laquelle on ne s'éduque pas. On passe toute notre vie à se dire, la sexualité, ça va m'arriver. Si j'ai de la chance, je rencontrerai quelqu'un qui connaît mieux que moi et du coup, je vais apprendre par cette personne et cette personne va me donner du plaisir. Mais en fait, quand on regarde le plaisir de façon physiologique, le plaisir, on le crée nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est moi qui est capable de créer la sensation de plaisir. Personne vraiment n'est capable de créer ça pour moi. Donc, notre habilité de recevoir, et ça, c'est vraiment la fondation la plus importante de ce qu'on fait, c'est l'habilité de recevoir physiologiquement, à l'échelle cellulaire, le plaisir et de pouvoir l'interpréter intérieurement et d'envoyer des signaux à notre cervelle en disant, voilà, ça me fait plaisir, et de le faire et de passer du temps à reconnaître ça me fait plaisir, ça je me sens vivante, j'ai envie de ce genre de choses. Et c'est une pratique presque journalière. C'est-à-dire de se réveiller le matin et se dire what do I really love, what do I want today, et de se dire vraiment est-ce que je suis capable de le faire, comment je peux l'acquérir, et de savoir aussi que si on a des désirs qui sont, je dirais, en dehors de notre réalité, si on a des désirs qui sont même un peu pervers, c'est pas grave, il faut quand même les reconnaître. Parce que si on les reconnaît pas, et si on les confronte pas de façon simplement intellectuelle, on rejette cette partie de nous-mêmes. Et ça, c'est encore une erreur qu'on voit beaucoup. Donc, moi, je suis en train de faire une grosse étude là sur tout ce qui est BDSM, kinks, donc ce que j'appelle en fait the edges, toutes les lignes qui sont aux extrémités. Et ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des gens qui sont tentés par ces expériences un petit peu extrêmes, ils ont un sentiment de perversité, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils font quelque chose de mal, ils font quelque chose qui est d'un certain point de vue malsain. Et ce n'est pas le cas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de découvrir la partie la plus intime, la plus délicate d'eux-mêmes, quelque chose qui est lié au psyche. Et c'est en faisant cette découverte de façon consciente et avec un modèle qu'ils peuvent finalement se connaître de mieux en mieux et se rendre compte que leurs désirs sont dans cette direction, Il y a plein de trucs dans ce que tu dis qui me qui me font me poser des questions. Alors du coup, je vais t'en poser plein. Alors attends. La première, c'est tu as parlé de faire monter le désir en soi. J'aimerais bien comprendre comment ça peut fonctionner. Ça, c'est la première. La seconde, tu as parlé du fait de faire des choses potentiellement interdite, mais moi j'avais la sensation, ou alors c'est, tu vois, une croyance limitante que j'ai, c'est très possible aussi, que faire des choses interdites, c'était là que tu allais générer du désir. Et puis il y a un élément que tu as dit, et moi j'avais jamais vu les choses comme ça, qu'en fait c'est personne qui peut te donner du plaisir, mais c'est toi qui vas le chercher tout seul. Pour moi c'est, tu vois, c'est un truc auquel j'avais même jamais pensé en réalité. Là, ce point est très important parce qu'en fait, donc une des qualités essentielles du plaisir, c'est ce qu'on appelle alors là en français, je ne sais pas comment on le dit, interoceptive awareness, l'habilité de sentir de l'intérieur. Ouais. Donc ça, c'est très, très important. Donc, quand quelqu'un te touche, souvent, tu visualises la personne te touchant et c'est ça, en fait, qui te donne du plaisir. C'est cette idée qu'une personne te touche et que le point de contact te donne, en fait, ce plaisir. Donc, nous, ce qu'on apprend à travers la pratique Kama, c'est de recevoir la sensation donc, tu es la peau, tu es le corps. Tu focuses sur la partie qui reçoit. Et ce que ça donne, c'est qu'il y a en fait, le plaisir pénètre cellulairement beaucoup plus profondément. Et ça te permet de captiver beaucoup plus ton attention. Une des grosses, je dirais un gros outil, le pétrole du plaisir, c'est notre habilité d'être présent. C'est-à-dire que le plaisir se révèle au moment où on est complètement présent. Et donc la présence, c'est pour ça que nous, on associe beaucoup à tout ce qui est méditation et mindfulness, parce que finalement, on est un peu dans les mêmes, pour moi, la mindfulness, tout ce qui est spirituel, mindfulness, la sexualité, pour moi, c'est la même chose, c'est l'habilité d'être présent dans son corps. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que, pardon, je te coupe, je suis désolé, mais c'est vrai que ça arrive
quand même de manière assez régulière où tu fais du sexe et en même temps tu penses à quelque chose d'autre, ou tu t'imagines dans une autre situation quelque part. Tout à fait. Donc, un des gros problèmes dont on est un petit peu les victimes de notre génération donc digitale, c'est que si tu penses que quand on vivait dans la nature, notre corps était l'indicateur de notre survie. C'est-à-dire que notre corps était un radar pour tout ce qui se passe. Une température qui change, la pluie qui arrive, un bruit qui indique qu'un prédateur est en train de rentrer pas trop loin. Donc, le corps était vraiment extrêmement actif, était complètement sensoriellement très éveillé. Et bien entendu, quand on a évolué, on met des habits, on met des chaussures, on vit dans du béton, notre habileté sensorielle a extrêmement diminué. C'est-à-dire que même au niveau du toucher, nous on rééduque les gens au niveau du toucher, on a remplacé les doigts par tellement d'outils que la capacité informationnelle qu'a les doigts, parce qu'il y a des neurotransmetteurs au bout des doigts, comme quand tu cherches dans un sac, une femme qui cherche dans son sac sans regarder, c'est comme si elle avait des yeux au bout des doigts. Elle reconnaît tout. Et il y a une information extrêmement puissante au niveau des doigts. Donc, quand on ne sait plus utiliser des doigts et qu'on est dans le côté sensuel et sexuel, déjà, c'est quelque chose qu'on perd. Mais c'est pas simplement les doigts, c'est l'auditif, c'est la sensualité au niveau de la peau. Tout est devenu finalement moins sensible dans cette évolution de la vie. La seule chose qui a été, je dirais, stimulée de façon exponentielle, c'est la vue. Parce qu'on est constamment stimulé de façon visuelle. Donc, on a un rapport à l'excitation, un rapport à l'arousal. Cette habilité de se sentir vivant se fait essentiellement par le visuel aujourd'hui. Et c'est dépolarisé, c'est-à-dire qu'on est trop dans le visuel. Donc, comme tu le dis, même quand on a les yeux fermés, on est dans une expérience sexuelle avec une personne. Mais moi, je l'ai fait, tout le monde le fait. J'ajoute 2-3 personnes. tu mets une fille de plus, il y a quelqu'un qui regarde, t'es dans une scène, tu crées ton truc parce que ça va accélérer, te donner une sensation plus profonde que tu es dans cette expérience. Malheureusement, ça te déconnecte du moment présent. C'est-à-dire que tu n'es plus en connexion ni avec toi-même, ni avec la personne. Et finalement, le climax, l'orgasme, arrive au moment où tu es juste là. C'est-à-dire que les gens se rendent pas compte que souvent, le moment où ils ont des expériences plus profondes de plaisir, où vraiment ils ont un orgasme un peu plus mémorable, souvent c'est parce qu'ils sont là, au bon moment, connectés. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de magique peut se passer. Donc je pense que les gens, quand on leur explique, ils comprennent. Mais c'est vrai qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises et qu'il n'y a pas d'information là-dessus. Donc les gens se rendent pas compte qui sont en train de faire quelque chose qui finalement les déprogramme de leur plaisir. Et on a une sorte donc il y a 2 types de plaisir. Il y a le plaisir mental. J'imagine mon plaisir, je suis dans ma tête. Et puis il y a le plaisir physique. Mon corps est en train de recevoir du plaisir et mon corps envoie l'information à ma tête en disant ça me fait du bien. Et ce qui est intéressant aussi pour moi de noter, c'est que de nouveau, notre corps est designé pour donner 80% de l'information va du corps à la tête. Tu sais, notre deuxième cervelle, c'est-à-dire notre système digestif, c'est un système qui a 80% de l'information. Donc, c'est là où on a toutes nos endorphines, tout le côté émotionnel de notre vie est mesuré par notre système digestif qui envoie des informations à la tête en disant « je me sens bien, je me sens pas bien ». Et aujourd'hui, on vit dans un monde où la tête dit au corps « va à la gym, fais ça, je te dis que tu as besoin de manger que ça, je te dis que tu as besoin… » Tu vois, on n'est plus à l'écoute de notre corps. Bien sûr. Et ça, cette déconnexion est un autre problème parce que c'est vraiment dans l'écoute du corps. Donc, c'est pour ça que on appelle ça donc là, les méthodes de embodiment. Je ne sais pas si on dit pareil en français. Non, c'est cette idée d'être dans le corps. Et de partir de cette expression et expérience de la vie cérébrale, parce qu'on est quand même une culture qui tire beaucoup vers le haut. C'est clair. Et quand tu regardes les cultures africaines ou latino-américaines, le corps est quand même au centre de la communication, le corps est au centre de l'expression, le corps est au centre de la vie. L'expression du corps est… Et alors que nous, dans notre culture, on vit de façon presque… La façon dont on design notre monde est très motorisée. Même si tu regardes les gyms, déjà, on a tendance à opérer de façon linéaire. Notre corps opère de façon très linéaire, nos mouvements. Quand on va à la gym, même les machines sont linéaires, alors que notre corps est plein de points de rotation. Donc, énergétiquement, c'est pareil quand tu baises. Si tu fais des mouvements motorisés linéaires, ton corps, il n'est pas activé.
Quand tu commences à bouger, nous on a des pratiques super sympas sur l'app où tu commences à bouger tes hanches en rotation avec des petits mouvements de hanches qui sont ajoutés avec des mouvements musculaires intérieurs et extérieurs. Tu peux créer énormément de plaisir et tu bouges à peine. Et ça, c'est vraiment un peu l'idée de slow sex, c'est que moi, ce que j'ai appris dans mon expérience personnelle à travers la création de ce business, c'est que maintenant, moi, j'aime quand on bouge plus. Et tout est intérieur. C'est-à-dire que je suis dans la concentration du plus petit, la plus petite sensation et je l'amplifie en étant présente, en activant les muscles de mon pelvic floor, en étant présente. Je suis capable d'avoir une expérience beaucoup plus profonde qu'avant, avec beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de visuellement, ça avait l'air de beaucoup plus se passer. Ouais. Mais voilà quoi, mon souci c'est les caméras dans la pièce. Est-ce que c'est une scène de cul qui fait envie ou pas? C'est ça. Maintenant, je suis dans mon corps. C'est quand même complètement différent. Enfin, la différence, elle est majeure. Il y a aussi un élément dont tu as parlé, que j'aimerais bien souligner, qui était les couples, voilà, et qui font toujours la même chose, parce qu'en vrai, et c'est malheureux, mais c'est vrai que quand tu es en couple, tu trouves ou même d'ailleurs tout seul, tu sais précisément quelle est la position dans laquelle tu vas prendre le plus de plaisir, etc., etc. Donc tu as tendance à la reproduire de manière assez systématique. Comment on fait de manière très concrète pour réinventer ça? C'est-à-dire que comment je fais pour me dire, en fait, finalement, il faut que peut-être cette semaine, on change le menu, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, je pense que le problème principal des couples, c'est qu'ils perdent en fait leur habilité de créer de la tension sexuelle. Il faut savoir que sexuellement, la polarité est essentielle. Alors la polarité, on la comprend souvent masculine, féminine, une énergie masculine, une énergie féminine, et d'une certaine façon, il faut qu'il y ait une polarisation dans cette dynamique. C'est comme des aimants. Ouais. Si tu mets un plus et un moins, paf. Et si tu te rends compte, en fait, quand tu regardes des aimants, là où il y a le plus de tension, c'est juste avant qu'elle touche. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la tension sexuelle. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il y a entre toi et l'autre personne où tu n'es pas en contact. Et le problème dans les couples, c'est que comme ils sont dans le même espace, finalement, on devient un peu amis. C'est-à-dire qu'on se touche, on s'embrasse, il n'y a pas vraiment d'intention particulière. On devient, je dirais, souvent plus affectueux, ce qui est très agréable, mais la tension sexuelle disparaît. Donc, il y a des choses, en fait, extrêmement simples qui peuvent changer cette dynamique. Par exemple, là, dans ma recherche sur tout ce qui est les côtés un petit peu, je dirais, plus extrêmes, kinks, etc. Il y a une pratique extrêmement populaire qui consiste à avoir une des personnes habillée et l'autre nue. Bon. Dans un couple, d'appliquer cette pratique va immédiatement donner un peu plus de tension sexuelle, puisqu'on est dans une dynamique justement qui n'est pas habituelle, où une personne finalement s'offre à l'autre et donc est prête à être touchée, mais l'autre personne n'interagit pas avec eux. Donc ça, c'est très important. Parce que le problème dans un couple, c'est que dès que tu te touches, tu dis on va faire ça comme on l'a fait avant, c'est un peu notre modèle, et finalement il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de curiosité. Donc, quand on n'est pas curieux, notre cervelle n'est plus plastique. La plasticité de notre cerveau est essentiellement activée quand on fait des choses nouvelles. Et comme on l'a dit, c'est dans la nouveauté que le plaisir se manifeste le plus. Donc, il y a une corrélation de toute façon naturelle entre la répétition, l'habituel, et le fait qu'on ressent plus le plaisir. C'est physiologique. C'est juste la façon dont le corps est, parce que c'est le désir qui nous conduit vers l'innovation, qui nous conduit vers le progrès. Donc forcément, notre corps nous dit, non, si on répète ça trop souvent, ça fait plus plaisir. Parce qu'il faut qu'on trouve autre chose. Donc c'est quelque chose de presque évolution. C'est notre DNA qui est comme ça. Donc du coup, dans un couple, ce qu'il faut faire, c'est ne plus s'embrasser sans intention, c'est ne plus se toucher sans intention, et c'est de trouver des moyens simples pour changer la façon dont on interagit et jouer un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, c'est ton plaisir. Tu me dis ce que tu veux, je te fais ce que tu veux. Moi, il s'agit pas de moi. Et c'est dans ce genre d'expérience qu'une personne va commencer à demander quelque chose qu'elle n'aurait pas demandé d'habitude, parce que parfois c'est pas toujours difficile de demander des choses nouvelles. Donc c'est pas des choses en fait très compliquées. Après,
l'état de la relation, est-ce que les gens s'aiment encore, est-ce qu'ils se trouvent encore, il y a une attraction physique, il y a d'autres, il y a un grand nombre de facteurs qui vont avoir un impact là-dessus. Mais j'ai un grand nombre de couples, là j'ai encore un couple qui m'a contacté hier en me disant comment je peux reconnecter avec mon mari, j'ai un bébé qui a 8 mois et on a du mal à se réajuster. Voilà, ça c'est une situation finalement qui est pas difficile à résoudre parce qu'il y a un désir des deux côtés de connecter, il y a juste le corps a été mis dans une position finalement où la priorité n'était pas de connecter avec l'autre personne, de ne pas être sexuel nécessairement. Et ça, c'est quelque chose qui se passe naturellement. Et après, il y a une phase de réadaptation. Donc comment et ça, c'est une opportunité aussi de partir sur quelque chose de nouveau. Plutôt que de refaire ce qu'on faisait avant, là, il y a une opportunité de se dire, maintenant, on repart un peu sur des nouvelles bases. Comment recréer une relation sexuelle intime qui répond plus à qui on est maintenant et ce qu'on veut. Donc ça, pour moi, je vois toujours ça comme une opportunité, ce genre de changement. Mais ça implique aussi, et on en parlait au tout début, de bien connaître son corps et de bien connaître ce qui nous fait plaisir. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens connaissent assez mal. En particulier, tu disais, les hommes ont aucune idée finalement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est très mécanique, alors qu'en fait, moi, en tant que mec, en tout cas, je pense que tu peux totalement éjaculer sans vraiment avoir d'orgasme. Donc c'est pas si il y a bien sûr un côté mécanique, mais c'est pas aussi simple que ça. Et chez la femme, j'avais rencontré une chercheuse qui m'expliquait que la femme ne sait, en fait, il y a tellement pas d'informations sur l'orgasme que parfois il y a des femmes qui ont l'impression d'avoir un orgasme alors qu'en fait elles n'en ont pas un, et certaines qui pensent ne pas en avoir un alors qu'en fait elles en ont un. Donc en fait c'est un peu fucked up quoi, quelque part. Oui, alors la réponse sexuelle, ce qu'on appelle sexual response, c'est-à-dire vraiment le côté expérientiel du plaisir sexuel, c'est le sujet le moins investi dans la recherche de notre santé. C'est-à-dire que, et particulier féminine. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, si on voulait créer l'historique de notre connaissance du plaisir sexuel féminin, il y a 4 recherches qui sont empiriquement référencées par tout le monde. Et ces recherches incluent donc tout le groupe Freud, bien entendu, qui a quand même créé les grosses catastrophes de notre psyche qu'on est encore en train d'essayer de réparer aujourd'hui. Et dans la sexualité, le plaisir vaginal. Non, mais lui, l'éducation infantile, la sexualité, le rapport relationnel, le rêve. Il nous a complètement foutu en l'air, sur tous les niveaux, lui. C'est clair. Donc maintenant, avec les recherches de neurosciences, on commence à avoir des preuves que de traiter un enfant en lui disant non, c'est pas bien, va dans le coin, c'est du bullying. Et que l'enfant, il va commencer à créer des patterns d'insécurité très importants en jeune âge à cause de ça. Donc maintenant, on commence à avoir des preuves. D'ailleurs, tu avais fait une podcast très intéressante là-dessus. Donc, je me souviens avec une éducatrice justement qui parlait de comment on éduque les enfants et comment en fait ces modèles changent. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est quand on a des évidences scientifiques qui nous permettent de changer complètement une façon de penser. Et donc, la sexualité, malheureusement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, on est encore au point où on ne sait pas qu'est-ce que c'est le G-spot, à quoi ça sert de le squirting ou l'éjaculation féminine, quel est l'orgasme féminin, combien il y en a, d'où ils sont. Donc moi j'ai une connaissance maintenant vraiment profonde du sujet, c'est-à-dire que je comprends très bien le fonctionnement du corps féminin, savoir qu'on a un certain nombre de nerfs du plaisir, sur lequel on se focus énormément, c'est le nerf pudendal qui est connecté au clitoris et au gland masculin. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'orgasme pic, c'est-à-dire que on a de l'excitation, on a un orgasme et après on retombe. Donc il est connecté au système sympathique, le système nerveux qui est dans l'excitation. Celui où on est en train de se dire il y a quelque chose qui se passe, il faut que je me mette à courir parce que j'ai un prédateur qui arrive derrière moi. Donc c'est pas vraiment idéal pour la relaxation et le plaisir. Donc on est la plus grosse misunderstanding, le plus gros problème aujourd'hui, c'est que les gens focusent beaucoup sur ce nerf-là, parce que pour les femmes, finalement, c'est le truc visible, comme pour l'homme, elles arrivent à le voir, donc elles peuvent le toucher, elles peuvent le comprendre, et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est beaucoup plus abstrait, il y a peu de recherche, et on comprend beaucoup moins bien. Et en plus, c'est un plaisir qui demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de préparation, et souvent, les femmes n'ont jamais l'opportunité d'être suffisamment préparées, d'avoir suffisamment de temps, d'être suffisamment excitées,
pour pouvoir activer en fait les 3 autres nerfs qui sont à l'intérieur du vagin de la femme, depuis entre le cervix et d'autres zones qui permettent d'avoir des autres orgasmes intérieurs complètement différents de l'orgasme clitorial. Donc chez la femme, il y a un landscape assez riche d'opportunités, mais malheureusement, techniquement, c'est pas facile. Donc, on sait aujourd'hui que le G-spot, c'est pas une partie anatomique, c'est-à-dire que on le sait de façon claire et confirmée. Le G-spot, c'est un changement de texture des structures internes. C'est-à-dire que quand on est dans l'excitation sexuelle, un certain nombre de choses se mettent en place dans le système féminin, et une de ces choses, c'est donc les processus de lubrication, et dans l'engagement de cela, il y a une érection en fait qui se passe en interne, et cette érection, de la même façon qu'elle arrive chez l'homme, en fait génère un changement de structure sur une zone qui a beaucoup plus de plaisir. Et la raison pour laquelle cette érection se passe en interne, c'est parce que pendant la pénétration, qui peut être quand même assez vigoureuse, le corps est en train de protéger certaines structures. Et en particulier le tube de utérin, c'est-à-dire là où on fait pipi. Donc ce tube qui est très fragile, en fait, devient beaucoup plus dur à l'intérieur, et c'est l'équivalent de l'érection masculine, c'est-à-dire que dans la gestation du fœtus, jusqu'à 6 semaines, le sexe est défini, mais il n'y a aucun changement de structure. C'est-à-dire qu'on sait dès le début que c'est un garçon ou une fille, mais il n'y a pas de changement de structure, c'est-à-dire que le corps est identique. À partir de ce moment-là, la division donc de la partie génitale se fait, et toutes les parties présentes dans la structure génitale masculine sont présentes dans la structure génitale féminine. C'est-à-dire qu'il y a des dessins où on voit exactement comment les parties se divisent dans le corps. Et donc, quand on commence à comprendre en fait les similarités, parce que le problème c'est qu'on évolue dans un monde où on nous dit tout le temps que les hommes et les femmes sont tellement différents, que la sexualité masculine est simple, la sexualité féminine est compliquée, qu'on n'arrivera jamais à s'entendre puisqu'il y en a qui sont de Mars et les autres ils sont de Vénus ou je sais pas quoi. Et du coup, on se retrouve dans un créneau où on est un peu, on va jamais comprendre. Donc c'est pas vraiment la peine non plus d'essayer. Et c'est là où il y a une erreur, c'est qu'en fait on est beaucoup plus similaires. Moi, c'est en comprenant plus le système sexuel masculin que j'ai pu découvrir des trucs incroyables dans mon corps. Et parce que la façon dont l'homme active son plaisir, parce que c'est externe, parce que c'est visuel, parce que c'est beaucoup plus simplifié dans la forme, m'a donné beaucoup d'indications sur les zones internes que je devais stimuler pour pouvoir créer justement l'activation de ces autres zones de plaisir. Donc le problème, c'est l'éducation. On n'est pas éduqué. On n'a pas d'éléments solides de recherche qui établissent de façon très claire que, contrairement à ce que les recherches des années donc du 18-19e siècle nous ont dit, parce qu'il faut savoir que toutes ces recherches étaient faites par des hommes. Ah, bien sûr. Des hommes qui avaient quand même envie de conclure que le plaisir féminin était plutôt pour servir l'homme, parce qu'on était dans un monde où la femme servait l'homme, donc forcément la sexualité féminine était là pour rendre l'homme plus masculin, plus potent, plus capable, et que souvent ont été conclus dans ces recherches que non, le G-spot n'existe pas parce que ils ont été regardés dans le corps de femmes qui n'étaient pas excitées, et en touchant, est-ce qu'il y avait une zone sensible ? Non, parce qu'il n'apparaît pas à ce moment-là, donc forcément il n'y en a pas. Freud a conclu que l'orgasme interne était beaucoup plus valorisant que l'orgasme externe, principalement parce qu'il donnait du plaisir à l'homme. Donc il nous a complètement déboussolés, parce que maintenant il y a 2 femmes sur 3 qui pensent qu'elle n'est pas normale parce qu'elle peut pas trouver son G-spot. Alors qu'il y en a pas, a priori, il faut qu'elle se mette dans une certaine situation pour le trouver. Il y a des femmes à l'époque qui sont fait opérer du tube utérin parce qu'elles éjaculaient pendant des orgasmes et elles pensaient qu'elles étaient incontinentes. Donc, elles ont été diagnostiquées d'un problème qui n'existe pas. Donc, si le problème, c'est vraiment l'éducation. Le problème fondamental, et c'est le cas dans tous les sujets, quand il n'y a pas d'éducation, c'est très difficile de pouvoir avoir l'expérience, parce que c'est quand même un système compliqué. On a un corps extrêmement évolué. On a plein de choses dans notre corps qu'on comprend pas. On vit dans un monde, finalement, où le système médical nous laisse dans l'opacité des choses. C'est-à-dire que tu vas faire des tests, des prises de sang, ils regardent la truc, tu lui demandes est-ce que tout va bien, ils te disent oui c'est bon, ils te donnent rien comme information. Donc on est éduqué à pas savoir. Mais d'ailleurs c'est même pire que ça, parce que c'est ce que tu dis, c'est même pas qu'on n'est pas éduqué, c'est qu'il y a même pas la recherche.
En fait, c'est-à-dire que moi, cette chercheuse dont je te parlais, qui était une américaine, elle était donc à l'université de Californie, et en fait, elle s'est fait sortir de l'université parce qu'elle explorait le plaisir féminin. Et en fait, Nicole Prose. Alors j'avoue que je me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Ça doit être Nicole. Nicole, c'est une des seules rechercheuses dans le monde. Il y a 2 laboratoires principaux qui font de la recherche sur la réponse sexuelle. Donc un en Californie, à côté d'LA, et un en Allemagne. Et si tu veux, le problème fondamental de la recherche sexuelle, c'est que souvent les laboratoires sont dans les universités, comme tu le sais. Donc toute la recherche essentiellement est faite dans les universités. Donc dans les universités, d'amener des couples et de leur faire des trucs, et puis c'est pas toujours facile d'avoir les protocoles qui sont acceptés. Donc du coup, les labs de recherche dans ce secteur sont des labs des cellules qui sont externes, qui sont souvent demandent un investissement privé, avec des gens qui sont en accord avec ce genre de recherche. Encore une fois, il y a pas, si tu veux, un des problèmes aussi fondamentaux, c'est que le milieu médical n'est pas motivé parce qu'ils savent pas ils savent très bien qu'ils vont pas créer une pilule qui va faire que la femme elle a des orgasmes à chaque fois. Ils savent pas faire. Donc, quelle est leur motivation pour investir dans la recherche si c'est pas pour faire de l'argent derrière? Donc, il y a aussi ce problème-là, c'est que finalement la sexualité féminine n'est pas prioritisée. Il y a pas les gens se disent pas, oh ben, c'est un problème de notre société d'aujourd'hui, on doit le résoudre. Est-ce qu'on doit investir là-dedans? Il y a très peu d'initiatives. Très peu d'initiatives. Pour 50% de la population qui est confuse et qui finalement, dans un système où le pouvoir, les dynamiques de pouvoir sont essentiellement ce qui a structuré les relations sexuelles pour les femmes depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que elle se présente en tant qu'objet désiré pour recevoir de l'homme la sécurité, la satisfaction par rapport à ce dont elles ont besoin. Et ce modèle-là, finalement, qui est pas moderne, est quand même très très encore le cas dans le monde. Ah ben non, mais enfin même quand tu disais, quand tu parlais de Freud et même des images du 19e siècle, pour moi c'est encore l'image qu'on a dans le porno, hein. C'est vraiment la sexualité au service du plaisir de l'homme. Donc on est encore là dans plein d'endroits. Il y avait une question que je voulais te poser aussi. Alors c'est un truc que j'ai entendu, donc du coup j'en profite, je valide avec toi ou j'invalide avec toi. J'avais entendu qu'il y avait plus de terminaisons nerveuses dans le sexe d'une femme que dans le sexe d'un homme, et que donc potentiellement il y avait que la femme pouvait prendre plus de plaisir qu'un homme dans l'acte sexuel. Alors, les terminaisons nerveuses, donc sur le gland du clitoris et sur le pénis sont les mêmes, dans les 8000 à peu près. Ce que l'homme aussi a, mais c'est positionné différemment. Nous, comme on a une cavité, si tu veux, il y a un accès par rapport à l'arrivée nerveuse. Donc, il y a 3 nerfs, le nerf gastrique, le pelvic nerve et le vagus nerve, qui sont connectés donc dans le vagin et qui, eux, peuvent créer des orgasmes. Et c'est vrai que ça, c'est une opportunité qui est plus disponible pour la femme que pour l'homme. Donc, typiquement, on a un orgasme de type G-spot, donc qui s'appelait à l'époque orgasme utérin, parce que justement, il passe par la stimulation du système utérin, et c'est le système utérin qui crée l'excitation et qui, en fait, change la structure et la tourne dans du plaisir. Donc ça, c'est un type d'orgasme. Il y a l'orgasme cervical, qui est donc dans la profondeur du vagin et qui est quelque chose de très 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 peu connu, parce que souvent le cervix est associé à la naissance, à des choses, je dirais, qui sont plus dans le côté de la reproduction, plutôt que dans la sexualité côté plaisir. Donc on a tendance à pas vraiment comprendre parfois que notre corps, encore une fois, qui est extrêmement évolué, peut avoir plus d'une fonction, et que à part le clitoris, qui est la seule structure dans tout le corps humain, homme et femme, qui est dédiée qu'au plaisir, toutes les autres structures de notre corps ont plus d'une fonction. Donc, de toute façon, le cervix, il a plus d'une fonction, c'est évident. Donc là, il y a encore un autre plaisir. Et après, il y a le côté, je dirais, moi, si je te montrais une map nerveuse, comment ça connecte aux organes génitaux, tu comprendrais tout. Parce que quand tu vois où les nerfs sont, tu comprends où il faut commencer à activer le massage, et la stimulation qui peut commencer en interne. Par exemple, le nerf qui touche le clitoris, il est très connecté dans l'intérieur des jambes, dans l'intérieur des cuisses. Donc, par exemple, un très très bon exercice de préparation pour que la femme se détende et active cette partie-là, c'est de massager
d'activer la partie entrejambes, par exemple. Okay. Donc, il y a tout un nombre de choses qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment apprendre les techniques et c'est là où l'éducation pratique qu'on offre est vraiment essentielle parce que c'est comment utiliser le corps et le design du corps pour maximiser l'accès au plaisir. Il faut comprendre le corps, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre que quand on respire comme ça, comme dans les porns, on active encore une fois le système sympathique, c'est-à-dire qu'on est encore une fois dans la position où on est censé courir pour s'échapper d'un prédateur et que c'est pas du tout la fonction sexuelle plaisir et que c'est en commençant en respirant profondément, en ayant une respiration qui va jusqu'en bas du corps, c'est-à-dire qui pousse dans le ventre, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire venir plus de sang, donc plus d'oxygène, donc plus d'oxyde nitrique, et donc plus de plaisir. Donc la respiration, c'est l'outil numéro 1. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, parce que respiration, tu demandes à n'importe quel un musicien ou un athlète, il va te dire le plus important pour moi, c'est d'apprendre à utiliser ma respiration. Tout le monde le sait que c'est l'outil fondamental pour tout le système, notre système corporel. Donc nous, on apprend aux gens à respirer. On leur explique que quand ils font un bruit quand ils relâchent l'air avec un bruit, comme ça, ils activent le nerf, donc le vagus nerve, qui lui est lié directement à la partie supérieure de la structure génitale et va commencer à activer l'excitation dans le bas du corps, juste avec le son. Parce qu'il y a une fréquence, une vibration qui est créée à l'intérieur, qui est là pour indiquer relaxation, ouverte au plaisir, je commence à avoir la capacité de recevoir. Donc, il y a plein de choses, je dirais, techniques, pratiques, en termes d'exercice, qui peuvent complètement reconditionner notre accès au plaisir. Après, il faut le faire régulièrement, parce qu'on parle de physiologie là aujourd'hui, donc c'est pas un truc qu'on fait une fois. Il faut le faire régulièrement pour que le corps commence à se reprogrammer et que notre cerveau commence à créer des nouveaux pathways, des neuropathways, c'est-à-dire que des nouvelles connexions entre cette stimulation entre mes jambes. Ça, c'est le début de mon plaisir, donc je commence à m'activer. Donc après, plus tu le fais, plus le corps va se dire signal d'excitation qui m'a donné du plaisir dans le passé, donc me redonnera du plaisir aujourd'hui, je m'ouvre déjà. Donc ça devient des modèles habituels qu'on peut complètement reprogrammer. On le sait aujourd'hui, grâce à la neuroplasticité, qu'on peut complètement reprogrammer notre cervelle. Génial. Avec des méditations circulaires qui vont de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, en utilisant tout ce qui est lingual et prelingual, couleurs, organes, et on complètement reprogramme notre cervelle. Donc ça, c'est un énorme avantage par rapport au plaisir. C'est carrément, c'est hyper intéressant, Chloé. Merci beaucoup. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je pense que pour moi, le plus gros blocage aujourd'hui, c'est le système de pensée binaire. C'est-à-dire que ce qui crée, je pense, toute la douleur, le malaise, c'est qu'on n'en veut plus de ce système. On veut plus penser en noir et blanc. On veut plus que l'homme et la femme soient catégorisés de façon opposée, focusés sur les différences. On voit que 37% de la génération Gen Z, là, la nouvelle, identifie non-binary. Ils en veulent plus de ce système. Et quand on voit comment ils sont descendus dans la rue pour lutter contre le racisme, mes enfants, ils me disent, ils comprennent même pas le racisme. Ils disent, mais maman, c'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi votre problème? Donc, on a une génération là qui a plein de problèmes. On la critique. Mais d'une certaine côté, je pense pour moi, c'est l'espoir de fermer la porte à tous ces systèmes patriarcals, binaires, qui vraiment nous ont fait tellement souffrir qu'il faut qu'on arrive à trouver quelque chose de nouveau, de plus frais, de plus ouvert. Et que c'est vrai pour une grosse partie de ma mission, c'est de créer une opportunité, je dirais, culturelle, de société avec un système de vie où le plaisir, le bien-être, finalement, est une priorité et pas la dernière chose qu'on fait quand on a fait toutes les autres choses qu'on doit faire. Super. Merci beaucoup, Chloé. Écoute, je t'en prie. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.